Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République est arrivé en début de soirée donc à Bamako en provenance de Dakar. Il a été accueilli à sa descente d'avion, comme vous le constatez sur les images, par le Premier ministre Moussa Mara et plusieurs membres du gouvernement. Voilà, le chef de l'État avait pris part au sommet du NEPAD sur le financement des infrastructures en Afrique. Le président de la République qui est arrivé à Bamako en début de soirée en provenance de Dakar. Le président de la République qui avait pris part aux travaux du sommet du NEPAD sur le financement des infrastructures en Afrique. Maintenant, voyons tout ça en images. Au cours de cette rencontre, 16 projets ont été présentés, parmi lesquels la modernisation du chemin de fer Bamako-Dakar. Pour concrétiser ces initiatives, 60 milliards de dollars seront nécessaires. Nyanya Aliou Traoré, Brahima Koulibaly sont nos envoyés spéciaux. La réhabilitation du corridor Bamako-Dakar, la construction du pont Congo reliant Kinshasa à Brazzaville, la construction du gazoduc Nigeria-Algérie ou encore l'établissement d'un câble terrestre entre Lusaka et Lilongwe sont parmi les 16 grands projets présentés lors de ce sommet sur le financement des infrastructures en Afrique pour un coût de réalisation estimé à 68 milliards de dollars. L'objectif de la rencontre de Dakar est d'examiner avec le secteur privé les voies et moyens de mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser ces projets. Nous avons parcouru du chemin depuis le lancement en juillet 2001 du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Une vision africaine du futur africain pour l'émergence du continent par la réalisation de projets structurants. Ce sommet traduit la volonté de l'Union africaine à travers le comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD de passer à la mise en œuvre par la mobilisation des ressources pour le financement de nos projets. Il s'agit pour nous de donner aux infrastructures de l'Afrique la pleine mesure de leur potentiel, ce qui nous renvoie à toutes les réformes structurelles, institutionnelles que nous devons mener dans le cadre de l'approfondissement non seulement des institutions, de notre système financier et de notre système bancaire, mais encore des mécanismes spécifiques, innovants, à la portée de ce système financier et bancaire dans le cadre de la mobilisation des ressources intérieures. Le continent africain connaît un retard considérable dans le domaine des infrastructures. Cela nous fait obligation de nous engager résolument à combler ce déficit si nous voulons que nos projets d'intégration et de développement soient une réalité. L'adoption du PIDA en janvier 2012 est une avancée majeure à saluer. Dans le cadre de ce programme, 16 projets prioritaires jugés stratégiques ont été sélectionnés en raison de leur portée politique, économique et régionale. Cela également est à saluer. Le PIDA, le programme de développement des infrastructures de l'Afrique, compte globalement 51 projets régionaux pour un coût de financement de 360 milliards de dollars pour la période 2012-2040. Lors de l'ouverture du sommet, les interventions du Dr Donald Kaberuka, président du groupe de la Banque africaine de développement, ou de celle de Nkosazana Dlamini Zuma, président de l'Union africaine, ont porté sur la nécessité et l'urgence d'améliorer les infrastructures africaines. Le président Macky Sall a tenu à saluer ses prédécesseurs du NEPAD, dont l'ancien président Abdoulaye Wade. Le partenariat sénégalo-malien a aussi fait l'objet d'un clin d'œil particulier, la diffusion d'un film sur l'importance de la modernisation du chemin de fer Dakar-Bamako. Ce axe servira à dynamiser la coopération et l'intégration entre nos deux pays.
La rencontre de Dakar a été mise à profit par le chef de l'État pour tirer sur la sonnette d'alarme concernant l'ensablement du fleuve Niger. Il a donné des solutions pour le suivi et la bonne tenue des infrastructures une fois réalisées. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux depuis Dakar. Le président de la République a été fortement salué par ses pairs à ce sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. Ibrahim Boubacar Keïta, dans son intervention, a insisté sur la bonne gouvernance pour que ces financements soient rentables pour le continent. D'un point de vue général, la bonne gouvernance, avec l'obligation de rendre compte, la transparence de l'état de droit est indispensable à l'instauration et à la durabilité d'un environnement propice au développement. Un environnement plus sûr. La création et la préservation d'un environnement juridique prévisible, doté d'un pouvoir judiciaire fiable et indépendant, demeure un élément indispensable de la bonne gouvernance. Depuis plusieurs années, de nombreux États africains s'attachent à la réforme de leurs économies et notamment du secteur fiscal, un des facteurs de développement d'un pays en termes d'attractivité, de compétitivité et d'incitation à la création d'entreprises et à l'investissement. Cet effort est encouragé. Cette réforme doit conduire à la mise en place d'un système fiscal moderne, bâti sur des principes novateurs et fondé sur une éthique de transparence, de responsabilité et orienté vers le développement. Le chef de l'État a aussi mis un accent particulier sur la nécessité de préserver le fleuve Niger, qui est sujet aujourd'hui à un terrible ensablement. Je m'en voudrais de quitter cette tribune, chers amis, sans vous dire une préoccupation qui est mienne, mais qui n'est pas seulement mienne. L'on sait le rôle des fleuves dans le développement des pays. Ce ne sont pas les pays riverains du Rhône, du Rhin, du Danube, de la Volga et autres grands fleuves, Mississippi aux États-Unis, qui me démentiront. C'est pourquoi je suis très inquiet, sans alarmisme excessif, par rapport au fleuve Niger. Ce fleuve, nous l'avons en partage avec beaucoup d'États présents ici, mais chers amis, si l'on y prenait garde, ce fleuve pourrait être de la légende, comme l'Atlantide. Je ne le dis pas du tout. Quand on survole le fleuve Niger aujourd'hui, de Bamako à Tombouctou, on se rend compte des effets néfastes, dévastateurs de l'avancée du désert. Dans le lit du fleuve Niger aujourd'hui, vous avez des successions de dunes de sable qui entravent et qui empêchent même la navigabilité du fleuve, sur le fleuve. Par rapport aux productions sur les rives du Niger, l'Office du Niger, bel ouvrage créé en 1938 par Émile Bellim, ce merveilleux ingénieur français, dont la vocation était l'irrigation de 1 million d'hectares dans la plaine de l'Office, pour des besoins à l'époque d'appui à l'effort de guerre, notamment en France, mais qui depuis est devenu un casier risicole, l'un des plus importants d'Afrique. Comment irriguer cet espace-là si le fleuve venait à disparaître? Et également la production d'énergie, l'électricité. Comment dans un cas de fleuve qui aurait tari? Il faut donc urgemment, chers amis, j'en appelle à la solidarité de nos pays membres, draguer ce fleuve. Ce projet, je sais déjà, est pris en souci par notre organisation, l'autorité du bassin du Niger. Mais je tiens ici à dire avec gravité, avec solennité, notre souci par rapport au sort du fleuve Niger. Les résultats attendus sont entre autres un appui de haut niveau des pays africains et des communautés et un engagement fort, même très fort, du secteur privé pour les projets sélectionnés. Retour au Mali, les activités de la quinzaine de l'environnement se poursuivent. Ce matin, les responsables de l'Agence de développement pour le développement durable, en partenariat avec le département de tutelle, ont visité la décharge de Noumobougou et certains dépôts de transit de la capitale. Et Fadeba Keïta nous en parle. La décharge de Noumobougou, située dans la commune rurale de Tienfala, cercle de Kati, a été la première étape de cette visite.
Équipé d'un bassin d'évaporation en béton armé et d'un autre en décantation, ce centre d'enfouissement technique va coûter à l'État malien plus de 6 milliards de francs CFA. Confié à l'entreprise chinoise Chezec, ce lieu de stockage des ordures de la capitale pourrait être opérationnel dans 2 mois. Nous sommes presque à 95% de la finition. Cela veut dire que la gestion de toute la filière des déchets, depuis nos maisons jusqu'à cette décharge, va être une chaîne en continu si, je dis bien si, la mairie joue son rôle. Deuxième étape de cette visite, le dépôt anarchique d'Ngolonina. Auparavant appelé le Kilimanjaro avec ses 100 000 mètres cubes d'ordures, ce centre de transit évacué à plus de 81% par le groupe Entreprise Générale Traoré et Frères est en passe de devenir un triste souvenir. La population elle-même s'est mise dans les dispositions pour pouvoir empêcher d'autres personnes à déverser. C'est pour cette raison aujourd'hui nous sommes à ce résultat de 85%. Ce que nous voulons maintenant, c'est que la population, les charretiers, que personne ne dépose plus au sol. Enfin, la délégation s'est rendue au centre de transit des déchets solides de la commune 2 et à la voirie municipale en zone industrielle. Dans ce service, l'attention a porté sur les 100 bagues ordures ménagères offertes par la Turquie et les 6 bennes tasseuses de la coopération chinoise. C'est un plaisir pour nous de voir toutes ces ordures évacuées. C'est pour que tous les efforts des uns et des autres soient déployés pour qu'on n'ait plus d'ordures à Bamako. Il reste aux uns et aux autres à poser des actes sains afin de donner une image de marque non seulement au district de Bamako mais aussi à toutes les capitales régionales du pays. Le Mali, à l'instar de la communauté africaine, commémore demain 16 juin la journée de l'enfant africain. Le thème retenu pour l'édition 2014 au plan régional et national est une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. Nous écoutons le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille au micro de Inaba. Plus qu'un rappel, le choix du présent thème est une interpellation de tous les décideurs au respect des engagements contenus dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et dans notre Constitution qui consacre respectivement aux articles 11 et 18 le caractère gratuit et obligatoire de l'enseignement de base. Aussi, eu égard au rôle et à la place de l'éducation dans le devenir d'une nation, la mobilisation autour de l'école doit être une affaire de chaque Malienne et de chaque Malien. Le rapport africain Child Policy Forum 2013 montre que les enfants en Afrique, en particulier ceux issus des familles pauvres, demeurent considérablement exclus de l'enseignement primaire et secondaire. La journée de l'enfant africain est un moment privilégié pour sensibiliser sur cette problématique mondiale qui fonde la grandeur d'une nation. Et puis le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et celui de l'Éducation nationale ont l'honneur d'informer le public que la cérémonie officielle commémorant le 16 juin, journée de l'enfant africain, initialement prévue pour le 16 juin 2014 à 8h30 au Centre international de conférence de Bamako, est décalée à 15h précises au même lieu. La dite cérémonie est placée sous la haute présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Une lueur d'espoir pour le secteur du tourisme. En effet, des touristes chinois séjournent dans notre pays pour découvrir les merveilles de la riche culture malienne. Ces touristes ont visité en toute sécurité des sites très célèbres comme Djenné et le plateau de Gand. Cheikh-Oumar Sangaré, compte rendu. Madame le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a voulu venir accueillir personnellement les touristes pour leur témoigner de la reconnaissance de tous les pays. Elle réaffirme la volonté de son département à travers l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie à mettre tout en œuvre pour relancer le tourisme qui est un secteur porteur de l'économie. D'où cet appel. J'exhorte les autres chancelleries à faire des plaidoyers pour que leurs ressortissants puissent renouer avec le Mali. C'est la première fois depuis le début de la crise qu'un nombre aussi important de touristes étrangers sillonnent notre pays. Les 15 touristes sont tous de nationalité chinoise. Ils reviennent de Djenné, du pays d'Ogon et de Ségou.
ils continuent leur périple sur la chaîne Manding à Sibi. Nos hôtes se disent satisfaits d'une visite qu'ils ont effectuée en toute sécurité. So far, I think till today we did not meet any. Depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas rencontré de problème de sécurité au Mali. Ils sont très satisfaits du voyage, du tour. Ce qu'il a à dire, il dit que vraiment les régions de Ségou, Mopti, c'est des choses à voir, quoi. Donc il ne voit pas de problème ici, il ne voit pas de problème là. Il y a la sécurité, quoi. Les touristes ont eu droit à un cocktail marqué par des séances de photos avec Madame le ministre. C'est là dans une bonne ambiance de Djatigia à la malienne. La ministre de l'économie et des finances se trouve à Washington à la tête d'une importante délégation de son département et de la BCAO. Sur place, ils auront des discussions avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Des discussions qui vont tourner donc autour du projet de loi de finances rectificative 2014, de l'achat de l'avion de commandement et du contrat d'achat d'armement passé par le ministère de la Défense et des anciens combattants. D'autres sujets devraient également être abordés au cours de cette visite qui s'achève mercredi prochain. Salif Sanogo, notre correspondant à Washington, aura l'occasion de faire le point des échanges avec Mme Boiré Félicissoko à l'issue de sa mission. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, la Bourse régionale des valeurs mobilières et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali ont procédé à la signature d'une convention ce matin. Cette initiative vise à mutualiser les efforts pour la dynamisation des marchés financiers régionaux au service de l'accompagnement de la croissance économique des États de l'UEMOA. Compte rendu Daouda Sidiki Diarra. Avec la signature de cette convention de partenariat entre la Bourse régionale des valeurs mobilières et la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre aux entreprises maliennes. La signature de la présente convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement du marché financier régional. Elle vise à créer un cadre formel de rencontres afin de sensibiliser et de donner davantage d'informations aux entreprises maliennes sur les opportunités de financement qu'offre la BRVM. Nous avons été surtout amenés à le signer à cause de ce troisième compartiment que vous venez d'évoquer, les PME, PMI, où des modalités d'acquisition de ressources plus souples, plus adaptées seront mises en place. Et c'est, à mon avis, cette situation qui explique en grande partie la non-saisine par les entreprises maliennes de la Bourse régionale des valeurs. Actuellement, aucune entreprise malienne n'est cotée à la Bourse régionale des valeurs mobilières alors que le pays dispose d'un potentiel important d'entreprises éligibles à cette bourse. Les autorités de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, ont salué les initiatives déjà prises par le gouvernement malien. C'est là pour avoir mis en place des mécanismes appropriés pour répondre aux besoins de financement des PME et PMI. À Ségou, le congrès du Conseil national des personnes âgées a pris fin vendredi dernier. À l'issue des travaux, un nouveau bureau de 25 membres a été mis en place, compte rendu Kandesila. C'est désormais un nouveau bureau de 25 membres qui dirige le Conseil national des personnes âgées. Le tout nouveau bureau, renouvelé à près de 90%, est présidé par El Hadj Mamadou Korowa Traoré. Le signe de mon mandat, c'est d'abord la réconciliation. Pas seulement des personnes âgées, mais des Maliens. Et puis la réorganisation également des bureaux des personnes âgées. Quant au ministre Konaté, il saura compter sur le rôle de guidance des personnes âgées, rôle déterminant dans le développement et la stabilité du pays. Je demande votre aide et vos prières, vos conseils et votre engagement pour que notre pays continue à fructifier son héritage et que notre pays puisse rétablir la paix et la sécurité dont chacun des membres de ce pays a besoin et dont chacun des membres de ce pays est en droit d'avoir. On note que le Conseil national des personnes âgées, qui a été créé en septembre 1996, vise à améliorer les conditions de vie de cette couche et assurer leur pleine participation au développement du pays. À Sikasso, les experts de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest étaient réunis autour de la problématique de l'accessibilité des enfants à mobilité réduite et c'est Daouda Diakité qui nous en parle depuis Sikasso.
Il s'agissait au cours des 3 jours de travaux pour les experts du Burkina Faso, du Togo, du Niger, du Sénégal, du Libéria et du Mali de poser le diagnostic de la problématique de l'accessibilité des enfants handicapés à l'école. Les grands principes de cette accessibilité font que c'est une accessibilité conçue pour tout le monde, avec une approche de développement local inclusif, impliquant donc la concertation d'un grand nombre d'acteurs, et qui est régie par un principe que j'allais dire absolu, le principe de la chaîne ininterrompue de déplacement. En 3 ans d'exécution, le projet éducation inclusive a permis d'atteindre des résultats satisfaisants à travers la réalisation des rampes d'accès pour les enfants handicapés dans les 14 écoles cibles de la commune, la dotation des centres spécialisés déficients mentaux et auditifs, des kits pédagogiques, mais surtout la formation des enseignants à la prise en compte de la dimension du handicap dans l'encadrement. Cette formation vient à point nommé et va permettre aux autorités locales de savoir quelles sont les priorités en termes de mise en accessibilité des écoles pour permettre la participation des enfants handicapés. Les conclusions issues des assises de Sikasso ont été restituées aux autorités scolaires et communales en vue de leur prise en compte dans les programmes de développement communautaire. ECHO nous rejoint toujours à Mopti. Enda Mali vient de procéder au lancement de son projet intitulé « Renforcement de la résilience des populations victimes d'insécurité alimentaire dans 23 communes des régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal ». Financé par le ministère allemand des Affaires étrangères, le projet a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire. Reportage Aminata Touré. Pour un coût de plus de 491 millions de francs CFA, le présent projet a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire dans 23 communes rurales à travers des activités de Coach for Work, argent contre travail, portant sur la réalisation d'infrastructures d'intérêt communautaire et des renforcements des capacités de résilience des populations en situation de précarité. Les bénéficiaires directs du projet sont les populations les plus vulnérables des 23 communes, soit environ 2621 travailleurs, répartis entre 4369 ménages. Pour la commune de Bayangara et de Sanga, le projet va injecter environ 84 600 000 francs CFA. Au total, à Bayangara et à Sanga, c'est 765 travailleurs qui seront utilisés par le projet. Les 765 travailleurs seront utilisés pour l'aménagement de la mare de Belal à Bayangara et celle de Goum de Bongogoro à Sanga. La réhabilitation des retenues d'eau et d'un puits à grand diamètre à Bayangara et Sanga. Toutes choses qui ne laissent pas les populations indifférentes. Nous leur demandons en retour de bien veiller sur ces ouvrages et d'en tirer le meilleur profit. Enda Mali, avec le financement du même partenaire, a déjà réalisé des projets similaires dans les communes de Sio, Sokura, Soy, Koubaï, Kewa dans la région de Mopti. Ouverture ce matin du 2e congrès du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales Syntract. Occasion pour le secrétaire général du syndicat de déplorer le non-paiement régulier des salaires et le manque donc de plan de carrière au sein de cette organisation. Reportage Moïse Traoré. Le personnel des collectivités territoriales réclame le paiement régulier de son salaire. C'est le plaidoyer du leader du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales. Le Syntract, créé en 2006, se donne 3 jours pour évacuer son 2e congrès. Au nord comme au sud du Mali, nous vivons dans la précarité. Les salaires ne sont pas payés à terme échu. Cependant, nous constatons que nos collègues de la fonction publique de l'État perçoivent régulièrement leurs salaires et accessoires à temps. Le représentant du ministre de la décentralisation et de la ville apprécie le choix des sujets à l'ordre du jour. Les États généraux de la décentralisation ont défini des pistes pour l'approfondissement de cette politique et sa mise en œuvre, en tirant toutes les leçons de l'expérience déjà vécue et en tirant les leçons de la crise que notre pays vient de traverser et dont il sort progressivement. Une soixantaine de délégués prennent part aux travaux. 3 journées qui vont déboucher sur l'élection d'un nouveau bureau. 9e session ordinaire du Centre national de la recherche scientifique et technologique. C'était vendredi dernier. Le projet de budget 2014 de la structure est estimé à environ 300 millions de francs CFA. Fademba Keïta.
Cette session ordinaire doit permettre aux administrateurs du centre de se fixer comme priorité l'élaboration d'un projet de loi d'orientation de la recherche et de l'innovation au Mali. Selon eux, une bonne coordination des activités passe également par l'adoption d'une politique nationale de recherche. C'est une analyse et un examen du projet d'activité que le CNRS propose au titre de l'exercice 2014 et le budget y afférent. C'est une activité qui permet d'orienter le centre et de l'accompagner dans la mise en œuvre de ces programmes. Le président du conseil d'administration trouve que seule la relecture des textes du CNRST peut faciliter la mise en œuvre du fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. À ce propos, j'invite le CNRST à diligenter l'opérationnalisation du fonds attendu par les institutions de recherche et des chercheurs. Je vous exhorte à procéder à une analyse critique, sans complaisance des documents qui vous sont soumis, afin qu'au terme de vos travaux, des recommandations pertinentes soient formulées pour mieux orienter le centre dans ses missions. La 9e session a été aussi l'occasion pour la direction du CNRST de souligner les contraintes en infrastructure, en ressources humaines, matérielles et financières indispensables à l'accomplissement de ces missions. Sport Coupe du Monde Brésil 2014, les matchs de ce dimanche, 4e jour, ont donné les résultats suivants. Dans le groupe E, la Suisse a battu l'Équateur 2-1. Le deuxième match de ce groupe, donc, qui a opposé le deuxième match, France-Honduras, avec la victoire de la France, 3-0. Après ce journal, vous pourrez suivre le premier match du groupe F entre l'Argentine et la Bosnie, coup d'envoi à 22h, temps universel. Sur le plan national, Coupe du Mali, 8e de finale, hier au stade du 26 mars, les 11 créateurs de Niarela se sont qualifiés sans difficulté pour les quarts de finale en battant 4-0 l'AS Petit Savant de Kati. Qualification aussi de l'AS Real 3-0 aux dépens de l'USFAS. Le résumé de ces deux matchs avec Siragatou Sissé. Comme annoncé, le 8e de finale USFAS AS Real était tendu avec des fautes à répétition côté USFASien. Cela n'a pas empêché aux Scorpions de l'AS Real de piquer au moment voulu. Mokhtar Samabali 35e, Ali Badra Silla 37e et Mohamed Mokhtar Sissé 85e minute se sont passés les témoins du but. Score final 3-0. Techniquement ça a été un bon match. Mais c'était un peu compliqué, vous savez c'est pas facile, nous sommes dans une période où réellement les joueurs ont de la difficulté à rythmer le jeu, mais malgré ça je pense qu'on a fait un match normal. Mes garçons n'ont joué que 35 minutes pendant la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps aussi, on a essayé d'amener des retouches à l'équipe, mais ça n'a pas pu marcher. L'AS Real s'offre le ticket des quarts de finale et affrontera le Sony de Gao. Dans l'autre 8e de finale de la soirée, les 11 créateurs de Niarela ont infligé une sévère correction 4-0 à la sympathique formation de 2e division, l'AS Petit Savant de Kati. Les buteurs sont Kowiyu Karimi 6e, Marius Ahmed Assoko 70e sur penalty, Yakouba Diarra 80e et Mamadou Diallo 90e minute. On a marqué dès les 8 premières minutes, les buts pour les démoraliser un peu, mais ils ont eu une source de force, ils ont résisté jusqu'à la 45 minutes. Donc après la mi-temps, on a essayé de gérer encore, de mettre encore de vivacité devant, c'est ce qui nous a apporté, la défense a éprouvé un peu de fatigue, c'est ce qui a fait qu'on a marqué assez de buts comme ça. On est très dessus. On a deux objectifs, aller en montée et la Coupe du Mali. Aujourd'hui, on a perdu 4-0. C'est pas grave, c'est un match de la Coupe. Sans trop forcer, les 11 créateurs de Niarela se qualifient pour les quarts de finale et croiseront le vainqueur du match COB Debo Club de Mopti. Et puis, désormais, dans vos kiosques, le journal Entrepreneur, un bimensuel dans lequel on retrouve les opportunités d'affaires et d'informations scientifiques. Une publication qui sera disponible demain dans les kiosques. Bon, on va donc au directeur de publication,
Abokar Mahaman Kunta et à toute son équipe. Voilà, c'est tout pour cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain 10h-13h, retrouvez Mohamed Touré et pour la grande édition du soir, Aboy Touré. Vous pourrez revoir toutes ces informations sur notre site www.ortm.ml. Et tout de suite, le match Argentine et la Bosnie. Alors, nos invités sont installés avec Cheikh Amadou Bari. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.